Bienvenue sur l'envers des icônes et attachez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui on va passer plus d'1h30 dans l'endroit le plus secret, le plus fascinant et le plus impitoyable de toute la monarchie britannique. Balmoral, le château privé de la famille royale, perdu au milieu des brumes des Highlands écossais. Vous pensez que travailler pour le roi, c'est servir le thé sur de l'argenterie, faire une petite révérence et repartir avec une anecdote à raconter à vos petits-enfants? Détrompez-vous. Derrière les photos officielles, les kilts impeccables et les corgis qui gambadent, il y a une réalité que la couronne a tout fait pour garder cachée pendant 170 ans. Des journées de 16 heures, des salaires de misère, des genoux en sang, des chambres à 4 degrés Celsius, des pots de chambre à vider à 5 heures du matin, et des règles dignes de l'époque victorienne appliquées, en 2025. Et surtout, entre 2023 et 2025, quelque chose a littéralement explosé. Des dizaines d'employés ont quitté le château en même temps, des témoignages anonymes ont envahi Internet, des posts sont devenus viraux, des journalistes ont commencé à creuser. Et pour la première fois de son histoire, Balmoral a vacillé. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière ces murs de granit blanc? Pourquoi la famille royale a-t-elle tout fait pour étouffer l'affaire? Et surtout, comment un lieu censé incarner le glamour absolu est-il devenu, pour certains, un camp de travail déguisé? Préparez votre plaid, parce qu'il va faire froid, likez dès maintenant, abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec moi dans la face cachée la plus glaçante de la monarchie britannique. C'est parti pour la plus longue et la plus complète enquête jamais réalisée sur Balmoral, le château où même les rêves gèlent. Tout commence en 1848. La reine Victoria et le prince Albert étouffent à Londres, ragots, politique, protocole, photographe qui n'existe pas encore mais déjà l'idée d'être observé en permanence. Un jour, Albert tombe sur une petite annonce dans le Scotsman. Un domaine à vendre à Aberdeenshire, 30 000 acres de landes, de forêts et de montagnes, trempés par la pluie et la brume. Il n'en parle à personne, ni à Victoria, ni au Parlement, ni à ses conseillers financiers. Il sort 32 000 livres sterling de sa cassette personnelle, l'équivalent de plus de 4,8 millions d'euros actuels, et achète Balmoral en secret. Pour lui, ce n'est pas un caprice. C'est une nécessité vitale. Un endroit où la famille royale peut enfin être une famille normale, loin des regards. En 4 ans seulement, entre 1852 et 1856, il fait raser le vieux manoir et construire un nouveau château en granit blanc éclatant, entièrement dessiné par ses soins. Il choisit la tour de l'horloge, qui sonne en mi bémol pour ne pas effrayer les chevaux, il fait sculpter ses 9 enfants sur la façade, il conçoit des couloirs volontairement étroits pour forcer les rencontres familiales, installe des fenêtres à guillotine pour une ventilation maximale, et crée même un système d'eau et d'électricité totalement autonome, une prouesse technologique à l'époque. En 1866, il fait construire une voie ferrée privée de 5 km uniquement pour transporter les malles royales sans que le public ne les voie. Le domaine finit par atteindre 53 000 acres, plus grand que Paris, avec 150 bâtiments, des cottages, des écuries, une laiterie, une scierie, une centrale hydroélectrique, et même un bureau de poste privé. Pour Victoria, Balmoral devient une addiction. Elle y passe tous ses étés de 1852 à 1901, y écrit des milliers de pages de journal, y pleure Albert après sa mort, et y impose la tradition qui dure encore. Chaque année, d'août à octobre, la famille royale s'y retire, et le château devient une petite ville fermée de 150 à 250 personnes. Mais derrière la carte postale, la vie du personnel est un enfer silencieux. Dès 5h30, les femmes de chambre doivent être debout, habillées en uniforme noir et tablier blanc amidonné, cheveux tirés en chignon impeccable. À 6h précises, elles commencent la journée par un rituel qui glace le sang, faire une révérence profonde devant chaque pièce vide qu'elles entrent nettoyer, même si le roi Charles ou la reine Camilla vient de la quitter 2 secondes plus tôt. Pourquoi ? Parce que, selon le règlement toujours en vigueur en 2025, la présence royale ne s'éteint jamais. Les aspirateurs sont interdits depuis les années 50. Élisabeth II détestait leur bruit. Donc les 30 km de couloir, les 788 pièces, les 290 cheminées sont nettoyées à genoux, avec de petits balais en crin de cheval et des brosses à dents pour les coins. Une ancienne femme de chambre témoigne, un seul couloir de 30 mètres me prenait 45 minutes. À la fin de la journée, mes genoux étaient violets, parfois en sang. On nous distribuait des genouillères et du sparadrap avec le linge propre. Le silence est total. On ne parle que si un royal vous adresse la parole. Le contact visuel est déconseillé. Si le roi entre dans une pièce, vous devez rester au garde à vous, immobile, jusqu'à ce qu'il vous dise « carillon ». Pendant la saison de chasse, c'est pire. 60 tonnes de bois à couper et transporter à la main, des centaines de pièces d'argenterie à polir avant 7 heures, des montagnes de pommes de terre à éplucher,
une employée se souvient avoir fait 12 kg en une après-midi pour un seul dîner. Des bottes pleines de boue des Highlands à nettoyer une par une, des chiens corgis à shampouiner. Des cheminées à vider à 4 heures du matin pour que le roi ne sente pas la fumée froide. Et tout ça sans heures sup payées. Le règlement est clair, la loyauté est sa propre récompense. Les conditions de vie sont d'un autre siècle. Les femmes de chambre dorment dans des chambres mansardées sous les combles, sans chauffage central. Jusqu'en 1998, certaines elles n'avaient toujours pas l'eau courante, il fallait utiliser des pots de chambre en porcelaine que les employées vidaient elles-mêmes dans des seaux, à 5 heures du matin, dans le froid glacial. Une ancienne raconte, en hiver, je me réveillais avec les cheveux collés à l'oreiller par le givre. Il fallait casser la glace sur les vitres intérieures avant de s'habiller dans le noir. L'eau chaude ? 15 minutes par matin, quand le chauffe-eau fonctionnait. Les salaires ? Dans les années 80 à 90, entre 4 000 et 6 500 livres par an, à peine au-dessus du SMIC, pour des journées de 16 à 18 heures, 6,5 jours sur 7. Le dimanche ? On reste en alerte, au cas où un royal voudrait un thé à 3h17 précises. Les congés maladie ? Quasi inexistants. Une femme de chambre qui demande un jour pour l'enterrement de son père se voit répondre « La princesse a besoin de son linge à mi-donner pour demain ». Pourtant, il y avait parfois des éclats d'humanité. Le Guild Ball, chaque 1er septembre, est la seule soirée où la hiérarchie vacille. Valets et princes dansent ensemble sur des réels écossais, la reine Elisabeth riait en voyant un jardinier faire tourner Camilla, Philippe racontait des blagues grivoises aux cuisiniers, Diana aidait en cachette à bouchonner les chevaux, William et Harry faisaient des farces avec les corgis. La salle de bal était illuminée par 12 lustres et 8 cheminées géantes, la cornemuse résonnait jusqu'à 2 heures du matin, et pendant quelques heures, on oubliait les révérences. Il y avait aussi les petits gestes. Elisabeth II rangeait les papiers cadeaux dans une boîte à biscuits pour chiens, Philippe posait des devinettes sur les statistiques de chasse, Camilla offrait parfois des chocolats belges aux femmes de chambre qui avaient repassé 200 chemises en une journée. Mais ces moments étaient rares. Le reste du temps, les murs entendaient tout, les disputes violentes de Charles et Diana, les pleurs de la princesse dans la tour de l'horloge, les réunions secrètes sur le divorce, les appels désespérés de Diana à ses amis. Et le personnel, lié par un contrat de confidentialité à vie, n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Parler a toujours été le crime suprême. En 1950, Marion Crawford, la gouvernante adorée d'Elizabeth et Margaret, publie un livre innocent sur leur enfance. Résultat, ostracisme total, perte de son cottage royal, mort dans l'oubli en 1988 sans qu'aucun royal ne vienne à l'enterrement. En 2003, Paul Burrell, majordome de Diana, sort ses mémoires. Perquisition, accusation de vol, humiliation publique. Même Angela Kelly, l'habilleuse personnelle d'Elisabeth II, qui publie un livre approuvé par la reine, est gentiment mise à la porte par Charles III après 2022. Le message est limpide, on ne parle pas. Jamais. Mais en 2023, tout explose. Le roi Charles III, obsédé par l'écologie, lance un plan pharaonique. Balmoral doit devenir le domaine le plus vert du royaume. 100% bio, 0 tracteur, compost à la main, 30 nouvelles ruches, récupération totale d'eau de pluie, suppression des produits chimiques avant le lever du soleil. Résultat, les jardiniers poussent des brouettes sur des kilomètres de terrain pentu, parfois 100 allers-retours par jour. Dos cassé, épaules déchirées, tendinite à répétition. Les salaires ? Toujours 11 livres sterling et 50 pennies de l'heure, sans heures sup. En août 2023, une femme de chambre connue sous le pseudo Heather Glenn poste un long témoignage sur un forum anonyme. Elle demande 3 jours pour l'opération cardiaque de sa mère, on lui refuse et on lui ordonne d'amidonner 400 pièces de linge pour Kate Middleton. Le poste est partagé 40 000 fois en 48 heures. En septembre, cet employé démissionne publiquement, une dizaine d'autres partent sans prévenir. En octobre, un jardinier poste une photo de son dos ravagé par les brouettes sur TikTok, 3 millions de vues. Le turnover passe de 8% à 42% en un an. Le palais tente d'éteindre l'incendie. Petite hausse de salaire, recrutement d'urgence dans les villages voisins, communiqué laconique, nous prenons le bien-être de notre personnel très au sérieux. Mais le mal est fait. En 2025, Balmoral reste un paradoxe vivant. Un lieu de rêve pour les touristes qui paient 150 livres sterling la visite guidée, un camp de travail victorien pour les 180 personnes qui le font tourner. Les révérences devant les pièces vides continuent. Les aspirateurs sont toujours interdits. Les contrats de confidentialité sont toujours signés en triple exemplaire. Mais quelque chose a changé, les employés parlent.
sur Reddit, sur TikTok, dans des podcasts anonymes. Pour la première fois en 170 ans, la forteresse montre des fissures. Et ces fissures ne se refermeront peut-être jamais. Alors, dites-moi franchement dans les commentaires, auriez-vous tenu une seule saison à Balmoral? Ou auriez-vous craqué dès la première nuit à 4 degrés Celsius? Likez si cette vidéo vous a bouleversé, partagez-la à quelqu'un qui rêve encore de travailler pour la royauté, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains secrets royaux. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette enquête marathon, vous êtes des champions. Prenez soin de vous, et si un jour on vous propose un job à Balmoral, réfléchissez à 2 fois.